On va dire. C'est compris. Laurence, tu nous donnes le go? Vous pouvez y aller. Donc. Très bien, très bien. Eh bien, commençons. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à celles et ceux qui sont présents, qui sont inscrits en distanciel et en présentiel. Et bien sûr, merci Thierry Libaert d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez préparé des slides. On va parler de ce livre qu'on ne voit pas à l'écran. Si, on le voit quand je le montre, peut-être pas avec le fond. Si, Des vents porteurs, paru en 2020 aux éditions Pommier. Mais tout d'abord, Thierry, avant que vous vous lanciez dans votre brillante démonstration, vous nous parliez de communication et en quoi on peut encore l'améliorer, cette communication, puisque vous vous adressez en plus à des professionnels du monde agricole et communicants du monde agricole. Je voulais vous présenter brièvement. Bienvenue, Anne. Donc, une courte présentation. En fait, j'ai essayé d'avoir une biographie un peu légère, mais vous avez fait beaucoup de choses, Thierry, et ça se voit dans votre livre. Alors, sur Wikipédia, on vous présente comme expert français en communication des organisations. Là-dessus, très bien. Vous êtes lillois. Voilà. Conseiller au Comité économique et social européen, au CESE, depuis 2010, et même renouvelé en 2015 et en 2020. Donc, félicitations, vous faites du bon boulot. On est content de vous. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du premier texte européen sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Vous êtes investi dans plusieurs structures, plusieurs associations. Vous êtes, si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais la biographie datée de 2021, donc je devrais être plutôt dans les clous. Administrateur du think tank La Fabrique écologique. Vous êtes aussi administrateur à Comment, qui est une association un peu cousine de la nôtre, hein, l'association des communicants au sens global, qu'on connaît bien aussi au CIRPA. Dont on suit aussi les actualités. Vous êtes aussi à l'Institut des futurs souhaitables, qui est un autre think tank. Je les cite pas tous, mais voilà, vous êtes très investi dans ces organisations. Vous avez été négociateur lors du Grenelle de l'environnement en 2007. Vous êtes maître de conférence, vous avez été maître de conférence à Sciences Po, à l'Université catholique de Louvain. Vous avez d'ailleurs eu un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours chef de mission au groupe, à la direction Impact du groupe EDF? Oui, toujours. Et vous avez publié, cher Thierry, au moins une trentaine d'ouvrages. Et là, je vous rends hommage, je vous dis un grand merci parce que vos livres m'ont beaucoup aidé dans mes cours de communication de crise. Vous étiez la référence et je crois que vous avez un livre, La communication de crise, qui en est à sa 12e édition, je crois, ou en tout cas… un peu moins. Ouais, même peut-être un peu moins, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin et donc vous êtes vraiment une référence pour tous les professionnels de la communication, les étudiants en communication, n'est-ce pas, Olivier Simelière? On a, je sais que tu suis aussi tout ça, Olivier, à travers ton blog. Oui, parce que cet atelier est ouvert aux adhérents du CIRPA et puis on a aussi des invités qui suivent nos actualités. Alors, revenons Thierry, avant de vous écouter sur votre livre. Vous en avez écrit plusieurs, mais c'est celui-là qui nous a interpellés, puisque, alors c'est très marrant, Thierry, on a reçu ici avec le même format Jean-Marie Serroni, qui a écrit L'Odyssée paysanne. Et vous écrivez un livre qui s'appelle Des vents porteurs. Et j'ai trouvé ça assez amusant. Parce qu'effectivement, Jean-Marie Serroni, si tu nous écoutes, ou si tu nous écoutes plus tard, on te salue. Et tu nous disais que les agriculteurs, les paysans, ils étaient prêts à se lancer contre vent et marée sur leur petit navire pour affronter toutes les transitions actuelles, écologiques, économiques, sociétales, etc. Et c'était un livre plutôt positif et j'ai trouvé la mise en parallèle intéressante puisque Thierry, vous allez aussi nous dire, sans trop nous plomber le moral, parce que vous êtes quand même un petit peu dur avec l'espèce humaine, avec le genre humain, hein. Et voilà, qu'il y a quand même un peu d'espoir et des vents porteurs. Et il en faut, vous allez nous les décrire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et d'ailleurs, ce livre est tellement bien, je vous le conseille. Il est très facile à lire, il est vraiment très pertinent. Il a été lauréat du meilleur livre sur l'environnement en 2020-2021 au Festival du Livre. Et il a été écrit en plein Covid, en plein confinement. Racontez-nous, c'est ça, Thierry? J'avais commencé avant, mais le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Et j'ai lu une critique du livre écrite par Yves Charmont qui a dit « Reconfinez-vous vite, lisez ce livre. » Il traite magistralement de la communication et de ses échecs. Et il disait dans sa critique, et c'est très juste, Thierry, vous démontez les différentes stratégies actuelles, vous chassez les idées reçues, vous brisez un peu les rêves que l'on a encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment très, très lucide.
mais en même temps qui va nous donner quelques pistes. Donc voilà, j'arrête de parler, mais merci encore pour votre présence, Thierry, et on vous écoute attentivement. Et puis j'ai préparé des questions, et il y aura évidemment un temps d'échange avec les participants. Voilà, Parfait. on vous écoute. Merci de cette présentation. Bon, bonjour à tout le monde. J'ai compris qu'on est là jusqu'à 18h30, c'est ça? Oui, c'est ça, grand max. Ok, donc je prévois, je sais pas, trois quarts d'heure, et puis on débat, mais avec l'idée que dès que je dis quelque chose qui semble aberrant, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je crois que c'est plus sympa si c'est interactif. Ouais, moi, le point de départ, c'est vraiment par rapport au sujet de la transition écologique. C'est vraiment essayer de rester dans mon domaine d'expertise, qui est celui des sciences de la communication. Je suis pas spécialiste des problématiques de transition écolo, et a fortiori des problèmes climatiques. Des participants. Alors, c'est tout l'écran qu'il faut que je partage. Le partage s'est arrêté. Oui, il y a plus de partage. Et on retourne là. Oui, mais comment je mets le partage? Oh, je suis désolée. Ah, là, c'est bon? C'est bon, Oui, c'est très bien. Bon, allez, on touche plus. Ne touchez plus, absolument. Il est 18h15. C'est le quart d'heure. Ok, donc je vais essayer de tenir 1 heure sur cette slide. Pour être présent. Bon, le point de départ, c'est. Alors, en fait, il y a 2 éléments dans ce slide. Le premier, c'est vraiment le déclic pour moi, parce que c'était un moment fort. Donc, comme a dit Marie-Laure, j'ai participé, j'étais négociateur au Grenelle de l'environnement. Donc, on est en 2007, c'est le tout début de la présidence de Sarkozy, et le président lance Grenelle de l'environnement, qui a pour but de faire réfléchir autour de la même table des ONG environnementales, des associations de consommateurs, des experts, des élus, voilà. Donc 40 entités qui se sont retrouvées pendant plusieurs jours pour essayer de travailler sur ce que pouvait être la feuille de route environnementale de la nouvelle présidence. Et donc j'ai participé à ça. J'étais dans le groupe gouvernance, qui a amené la transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental, et pas mal de petites choses comme ça. Et à la fin, on s'est tous retrouvés d'abord 40 autour de Jean-Louis Borloo, et ensuite on a été reçus par le président de la République, Nicolas Sarkozy, au Palais de l'Élysée. Il y avait le président de la Commission européenne, Jean-Noël Barroso, il y avait Al Gore, Oui. il y avait Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, et c'était dans le salon d'honneur de l'Élysée. Et moi, ça m'a fait quelque chose. Je ne vais pas dire découlant de mon or natal, etc. Mais en fait, me retrouver là, pour le dire clairement, je me l'ai pété un peu. Et... En plus, avec une cape, on va sauver la planète. Ouais, enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir participé à quelque chose de super important. Et puis peut-être ça, je m'en souviendrai vraiment toute la vie, je devais énerver mon voisin de droite, qui était Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, c'est un des grands noms de l'écologie en France. Il a été dans quasiment tous les cabinets ministériels depuis la création du premier cabinet ministériel, du premier ministère de l'Environnement en 71. Il était président de France Nature Environnement, la première association environnementale française. Et puis à un moment donné, il me pousse un peu du coude comme ça, et il me dit à propos, tu connais le rapport Armand? Alors, je ne sais pas vous combien connaissent le rapport Armand. Moi, je connaissais pas. Et donc, je lui dis non, pourquoi? Et il me dit non, comme ça, tu verras. Alors, quand même, je suis interpellé. Et puis, le soir, je rentre chez moi, je fais quelques recherches, et je trouve le rapport Armand. Le rapport Armand, c'est 1970. C'est un document qui s'appelle « 100 propositions pour l'environnement pour la France ». C'est le rapport qui a conduit la création, justement, sous Chaban-Delmas, le concept de nouvelle société, de justement la création du premier ministère d'environnement, qui était pour Robert Poujade.
Et ce document qui s'appelle 100 propositions pour la France, en fait, ce que voulait me faire dire Jean-Pierre Raffarin, c'est qu'on n'avait vraiment pas de quoi être fier et que ce qu'on venait de proposer à Nicolas Sarkozy, c'était ni plus ni moins qu'un copier-coller du rapport Armand de 1970. Donc on avait vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de totalement novateur sur la biodiversité, sur la déforestation, la surpêche, les machins, etc. Et en fait, tout ce qu'on proposait, enfin on avait proposé plus, hein, de mémoire c'était 242 propositions qui avaient été faites dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Là, c'était 100, mais tout ce qu'on proposait, c'était déjà, à part le sujet du climat qui n'était pas très présent en 70, mais sur tous les sujets de biodiversité, etc., tout était présent. Quoi. On proposait une éducation à l'environnement, on proposait de sanctuariser des espaces, etc. Et en fait, le truc, c'est waouh, on vient de passer des semaines de travail pour faire des propositions, et en fait, quelqu'un avait déjà proposé quasi exactement la même chose plus de 30 ans avant. Donc, le truc, c'est quoi le problème, quoi. On a passé plein de temps, et en fait, le boulot avait été fait par ailleurs il y a plusieurs années. Donc, moi, mon sujet, c'est sous cet angle que je dis le sujet de la communication, c'est en termes de communication, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qui cloche. Alors, à la suite de ça, j'ai un peu poursuivi, c'était un peu en gestation avant de commencer vraiment à travailler sur ce sujet. Je me suis mis à lire des vieux bouquins. Alors, le premier, Destruction et protection de la nature, c'est Roger Haim. Alors, de mémoire à deux ans près, je ne suis plus très sûr de moi, mais je crois que c'est vraiment 1956. Roger Haim, c'est président du Muséum d'histoire naturelle, Académie des sciences, c'est-à-dire ce n'est pas des écolos, idéologues, etc., anti-croissance, c'est des scientifiques purs et durs. Et si vous lisez le livre vient d'être réédité il y a 2 ans chez Armand Collin, vous serez estomaqué parce que, pareil, 1956, tout le sujet de la biodiversité, il est Roger Haim 1956. Voilà. Lisez un livre actuel sur l'érosion de la biodiversité, lisez Roger Haim 1956, c'est pareil, à part bien sûr des chiffres différents, etc. Mais sur les mécanismes mis en œuvre, machin, etc., les causes, on est dedans. Silent Spring, je pense que vous connaissez, c'était le premier livre qui a eu un peu d'écho au niveau écolo. Silent Spring, c'est 1962. Donc Rachel Carson, biologiste aux États-Unis, Rachel Carson, c'est la première mise en garde sur l'utilisation non raisonnée des pesticides. Alors, c'était vraiment sur le sujet du DDT, mais elle montrait qu'une utilisation non raisonnée des pesticides, ça pouvait poser des ravages dans la population. Avant que nature meure, alors là aussi, on est sur des approches scientifiques. Jean Dors, c'est pareil, il était comme Roger Haim, il était président du Muséum national d'histoire naturelle. Avant que nature meure, c'est 1965. Lisez-le, c'est estomacant. Et là, c'est vraiment un livre très général où il y a vraiment tous les sujets environnementaux qui sont dedans, tous les types de pollution. C'est vraiment un ouvrage ultra documenté, très scientifique. C'est un gros pavé, je ne sais pas combien ça fait de pages, mais c'est assez considérable. Il en a fait en 67 une vision plus grand public, plus courte, qui s'appelle La nature dénaturée. Mais voilà, pareil. Et puis j'ai mis aussi aux États-Unis Closing Circle, l'encerclement, Paris Communaire, pareil, on est dans les années 67 aux États-Unis. Il a fait un autre livre après qui s'appelle Quelle terre laisserons-nous à nos enfants. Toute la problématique des générations futures, elle est 67 aux États-Unis. Donc en fait, c'est pour nous communicants, ça veut dire quoi ça veut dire que en fait, le constat ne suffit pas. On est souvent dans cette idée de, il faut qu'on informe, il faut qu'on crée des observatoires, il faut etc., pour que les gens soient au courant.
mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème d'information. Donc, en termes, voilà, pour nous, communicants, on se dit, voilà, il faut qu'on informe les gens, il faut que les gens soient au courant. En fait, on s'aperçoit que sur énormément de sujets, les gens sont déjà au courant, il y a déjà, tout est fait, tout est sur la table, tout est publié, et en plus, là, ce sont des scientifiques, hein, c'est vraiment des ouvrages un peu scientifiques. Donc voilà, pour ça a été un peu le point de départ. Donc interrogation sur le type de communication. Donc avec cette démarche-là, je me suis dit comment est-ce qu'on communique sur le sujet transition écologique. Alors, le point le plus évident, mais ça, en communication, il ne faut pas avoir peur de dire des banalités ou des évidences, de rappeler des choses convenues, mais c'est que la quasi-totalité du discours écolo, c'est un discours alarmiste. Et en fait, en regardant un peu, donc moi, j'ai dirigé pendant plusieurs années un laboratoire de recherche en sciences de la communication. J'étais professeur d'université. Je suis vraiment allé dans la littérature scientifique. Donc, qu'est-ce que les scientifiques en sciences de la communication peuvent nous dire sur le sujet? Et dans ce qu'ils peuvent nous dire sur le sujet, c'est que l'alerte, l'effroi, la peur, etc., c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire que ça rend inerte, ça renforce l'inertie, et que toutes les stratégies un peu du choc qu'on voit autour de la collapsologie, etc., ça peut même entraîner un effet boomerang. Les gens se disent, si la situation est aussi grave, essayons plutôt d'en profiter avant. Donc on a vraiment des choses, et quand on analyse ce que j'ai fait, j'ai eu l'occasion d'être contributeur pour un rapport du GIEC. Là, déjà, c'est intéressant parce que ça montre que ça s'ouvre un peu. Et le GIEC qui a accepté que parmi les contributeurs, il y ait une personne en sciences de la communication qui puisse faire des remarques. On se dit que ça bouge aussi un peu. Et en fait, quand on regarde les rapports du GIEC, il n'y a que du rouge fort partout. Enfin, on voit les cartes, le jaune progressivement devient rouge vif, etc. On est vraiment dans un dispositif qui va sur l'idée de faisons peur aux gens pour qu'ils prennent conscience, mais en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Deuxième, c'est le sujet de la distance. Et en fait, là, le constat, c'est que une très grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité du discours sur la transition écologique, c'est un discours qui ne met pas de connexion directe entre l'émetteur et le récepteur. Pour le dire autrement, le discours sur le climat d'un point de vue temporel, alors ça change quand même un peu, mais globalement, c'est essayer d'obtenir la neutralité carbone en 2050 pour rester sous les 2 degrés à horizon 2100. Je ne sais pas vous, mais 2100, moi, je ne sais pas trop encore. On a du mal à se projeter un peu. Ouais, et même si vous avez des enfants, c'est quand même très loin. On est vraiment sur un discours qui s'adresse, qui est quand même très loin. Et en fait, dans la communication, là où il peut y avoir des effets, c'est quand il y a plutôt de la proximité. Mais on va y revenir parce que c'est important. Et puis le deuxième, et là vous pouvez faire l'expérimentation immédiatement sur votre smartphone, vous tapez réchauffement climatique sur votre moteur de recherche, vous n'avez que des ours polaires. Voilà. C'est évidemment dommage pour l'ours polaire, mais ça renforce vraiment cette idée de... Voilà. On ne voit pas de photos de sécheresse de population migrante. Il y en a quelques-unes, mais trop globalement, c'est assez bizarrement, c'est l'ours qui revient, mais très fortement. Ensuite, les conséquences avant les causes. Alors ça, c'est l'étude du discours médiatique, presse écrite, médias télé, etc. C'est-à-dire la manière dont les médias nous parlent. Et en fait, c'est toujours des images, alors c'est souvent très visuel, c'est forcément les tornades, les inondations, les raz-de-marée, les canicules, etc. Et il y en a moins? Il y en a moins. Ah, ok. On a plus, j'ai mis images directement, mais on a plus des images de terre et tout, mais comme il y a eu les journées mondiales de la terre et tout, ça. Mais en période normale, vous avez sur des champs, il y a quelques jours, ça, quand même. Ouais, il y en a. On arrive aux ours assez rapidement. On arrive aux ours. Et donc, il y a très peu d'interrogations médiatiques sur qu'est-ce qui fait du dérèglement climatique,
mais c'est avant tout une présentation des les canicules qui arrivent, etc. Et c'est très lié aussi au point, dernier point, quand je mets des solutions essentiellement politiques, c'est-à-dire que le citoyen est jamais dans la boucle de la réflexion. C'est-à-dire que la manière dont on en parle, c'est la Chine, c'est 28%, les États-Unis, c'est 14%, c'est les négociations dans le cadre de la COP, c'est le rapport du GIEC, mais la part de chacun, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que le sujet du dérèglement climatique n'entre jamais dans la modification de comportement que chacun peut avoir. Le problème du climat, presque, c'est les autres, c'est les politiques qui s'en occupent. Voilà. Vous dites qu'on est schizophrène, le citoyen contre le consommateur. Donc, on voit que la manière dont on parle du sujet n'incite pas à l'engagement. On est sur des domaines qui sont, je pense, assez éloignés des préoccupations de chacun. Alors, sentiment de préoccupation, c'est-à-dire que en France comme en Europe, parce que pour le coup, il y a quasiment pas de différence en France et dans les 27 pays de l'Union européenne sur le sujet des perceptions du dérèglement climatique. Les gens se disent préoccupés. Et la France, il y a juste un tout petit peu plus de personnes qui se disent très préoccupées. Mais c'est assez extraordinaire quand on a l'habitude de lire un peu les lignes, entre les lignes, de faire des traits croisés, etc. Parce que les Français disent quelque chose d'assez remarquable quand ils parlent de climat. Ils disent je suis préoccupé, très préoccupé par le dérèglement climatique, mais dans le même temps, ils disent le problème du dérèglement climatique, comme je l'ai dit, on a l'impression que c'est plutôt demain, c'est après. En termes de territoire, ça c'est super intéressant. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le périmètre territorial de la perception climatique. Ça veut dire très simplement, on pose la question aux gens, est-ce qu'au niveau environnemental, climatique, etc., dans votre région, vous avez le sentiment que ça va? Les gens disent, globalement, dans ma région, ça va, quoi. Enfin, on ne peut pas se plaindre. Est-ce qu'en France, vous avez... Ah, France, ouais, pas terrible quand même. Au niveau européen, c'est vraiment pas terrible. Au niveau international, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que plus on éloigne la perception internationale, territoriale du sujet, plus on a le sentiment que le problème est important. Et ça, c'est méga important comme observation, parce que ça veut dire une chose qui est justement cette incitation à l'engagement. Là où j'ai le sentiment que je peux agir, c'est plutôt dans mon territoire de proximité, mais j'ai le sentiment que globalement, ça va encore. Et là où j'ai le sentiment qu'il y a une détérioration très forte, c'est au niveau international. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, au niveau international? Qu'est-ce que je peux faire au niveau international? Donc, c'est vraiment tout ce sujet qui est super important, de dire, voilà, il y a un sentiment de préoccupation, mais dans le même temps, j'ai le sentiment qu'il est assez éloigné dans le temps et qui ne me concerne pas directement. Plus, troisième point, c'est la question des responsabilités, à savoir quand on demande aux Français comme aux Européens qui est responsable des problèmes environnementaux, pollution, climat, etc. En fait, c'est le premier, enfin, à égalité, ça change un peu d'année en année, mais c'est toujours dans un mouchoir de poche. Les deux premiers, c'est les entreprises et c'est les politiques. C'est le pouvoir, décideur politique, le politique en général et l'entreprise, dans un mouchoir de poche, autour de 40%. Et après, 18%, c'est le consommateur. Et quand derrière ça, on fait des entretiens de groupe, les gens disent oui, mais c'est les autres consommateurs. Donc c'est ça qui est super intéressant en termes d'analyse du sujet, c'est qu'il faut vraiment se défier d'une lecture un peu trop hâtive par les baromètres, sondages, etc., qui disent sentiment très fort de préoccupation des Français. Quand on analyse, c'est pas ici, c'est pas maintenant, et puis c'est pas nous. Donc on pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Alors, la modification et la question de Marie-Laure à l'instant, est-ce qu'on serait schizophrène? Alors,
on ne va pas dire qu'on est schizophrène parce qu'on essaie d'être positif, mais il y a clairement une opposition en chacun de nous entre un citoyen et un consommateur. Le citoyen qui aimerait que, etc., et puis le consommateur, les problématiques en plus de fin de mois. Je ne sais plus le pourcentage de la population qui fait ses courses à l'euro près, mais c'est quand même très élevé. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup envie de faire des choses, mais qu'on ne fait pas. Alors moi, j'ai un exemple précis, c'est-à-dire que, je ne sais pas dans les choses, mais il ne fallait pas en rajouter dans la présentation, j'ai longtemps été administrateur de Max Havelaar, Fairtrade, donc de la filière commerce équitable. Et j'avais vu une fois un sondage sur les Français et le commerce équitable. Alors, je cite de mémoire, mais les chiffres, c'est à peu près ça. 98% des Français ont une bonne image du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est bien, c'est équitable. Voilà. Soit 66%, les 2/3 disent « je pratique ». Quand je fais mes cours, j'essaie plutôt de choisir des produits commerce équitable. On avait tous les chiffres de la filière commerce équitable. La filière commerce équitable en France, c'est 20 € par foyer par an. C'est-à-dire c'est rien, mais c'est rien du tout. C'est une tablette de chocolat, un paquet de café, peut-être du thé derrière, et puis c'est marre. Donc c'est juste étonnant de dire, voilà, c'est non seulement je trouve que c'est bien, je dis que je le fais, et en plus je pense que les gens ils mentent pas, ils pensent sincèrement qu'ils le font. Mais quand on analyse, on a plutôt intérêt à observer les comportements plutôt qu'à regarder un peu le déclaratif des sondages. Il y avait une étude super qui a été faite en Angleterre quand j'ai fait mon bouquin, a été publié par The Guardian. C'était justement où on demandait aux Britanniques tout ce qu'ils faisaient sur l'environnement, tout ce qu'ils achetaient, etc. Et puis c'est pareil, ils disaient ouais, j'achète de préférence, tel. Et puis après, les personnes qui faisaient l'étude ont fait la sortie des caisses dans les supermarchés, regardaient les caddies et donc interrogeaient les gens. Ouais, mais vous avez dit que vous achetez, c'est où là? Ouais, aujourd'hui non, enfin aujourd'hui pas pu, voilà, pas, j'étais pressé. Chaque fois les bonnes réponses, et je crois que c'était vraiment sincère. Mais il y a une coupure très forte entre ce qu'on aurait presque envie de faire et puis la réalité de nos comportements effectifs. À ce titre, Thierry, je me permets, parce que vous en parlez dans votre livre, on est un peu des consommateurs ignorants très souvent et puis rarement des consommateurs éveillés, ça c'est très clair. Et il y a une tribune qui est parue juste au moment où je préparais cet atelier avec vous. C'est une tribune dans Le Monde qui est titrée « Notre Nutella du matin et nos lapins au chocolat », parce qu'on parle aussi de chocolat très ironiquement dans votre livre. Notre Nutella du matin et nos lapins au chocolat sont à l'origine de violations de droits humains, d'accaparement de terres et de destruction du vivant. Et c'est une longue tribune qui a été signée par Adèle Haenel, Cyril Dion, Noam Chomsky, Ernie Arnaud, plusieurs personnalités du monde. Voilà, en soutien au mouvement des sans-terre. C'est efficace ce genre de tribune parce qu'on fait culpabiliser les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication-là? Ça fait culpabiliser, mais je pense aussi qu'il faut être lucide et remettre les choses il faut que les gens aient conscience. Sur tous les exemples là que vous citez, il y a toujours cette idée que, un peu comme on disait, c'est pas ici, pas maintenant, et surtout pas nous, c'est que les problèmes d'environnement, c'est pas nous. Or, là, dans ce que vous citez, on s'aperçoit que c'est nous. Par exemple, sur la déforestation, c'est un bon exemple. Tout le monde gueule sur Bolsonaro, la déforestation de la forêt Brésil, amazonienne, etc. Sur la déforestation à cause de l'huile de palme en Indonésie. Sur la déforestation, ça personne n'en parle alors que c'est la troisième déforestation dans le monde, c'est Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire, c'est la culture du cacao. Mais c'est-à-dire, on voit derrière ça, on se dit, voilà, il y a des pays qui déforestent, c'est mal, etc. Mais pourquoi ça déforeste? Il y a parce que c'est le soja pour le bétail dont on a besoin, c'est l'huile de palme parce que c'est bien pour les pâtes à tartiner des fois, et puis le cacao, on va surtout pas remettre en cause le cacao, le chocolat, c'est ce qui nous réconforte. Si on n'a plus de chocolat, on va tomber. Mais c'est vraiment cette idée qu'il y aurait une sorte de mal absolu au niveau environnemental, alors qu'on en est souvent les premiers bénéficiaires. Mais on ne s'interroge pas sur notre propre comportement. Là, je fais juste une petite parenthèse, j'ai rencontré quelqu'un, un écolo pur et dur.
presque, qui achète dans une AMAP et en fait, pour acheter, il fait 20 km en bagnole. Je me dis, mais est-ce que d'un point de vue environnemental, ça vaut le coup? S'il est très isolé. Oui, peut-être, oui. Mais je me dis, est-ce que l'impact environnemental, ça vaut le coup plutôt qu'aller à son supermarché? Pour aller dans ce sens, Thierry, à la gare Saint-Lazare, en ce moment, il y a des grands panneaux lumineux qui consomment beaucoup d'énergie et qui font de la pub pour Change.now, au palais de la découverte, sauver la planète et l'environnement. Tous les jours, je crois qu'on pourra en trouver souvent des exemples comme ça, de gros paradoxes. Voilà. Donc c'est assez désespérant. Oui. Parce que vous êtes un peu dur avec le genre humain. Vous faites beaucoup de référence à des ressorts psychologiques qui font que finalement, est-ce que l'être humain, il a envie de changer? Est-ce qu'il a envie de renoncer à un Paris-New York? Est-ce qu'il a envie de... Alors, heureusement, on y vient par la suite. Okay. Mais je crois que dans les premiers stades, il faut aussi arrêter de s'illusionner sur... je vais dire juste après. Après seulement on a une bonne information, on met en place un comportement responsable, ça ne marche pas comme ça. Et puis, le point sur les éco-gestes, je crois qu'il faut un peu en parler. Là, je fais mon autocritique parce que dans plusieurs de mes livres avant, je faisais de la publicité, beaucoup la promotion des éco-gestes. Les éco-gestes, ça part de l'idée, en théorie de la communication, ce qu'on appelle la communication engageante. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le guide de manipulation au usage des honnêtes gens de Jules Beaubois. C'est tout ce qui est théorie d'engrenage des petits pas, le pied dans la porte, à savoir que si on veut amener les gens sur une vraie démarche d'éco-responsabilité, il ne faut pas leur dire immédiatement de renoncer à leur voiture, à leur côte de bœuf. Il faut d'abord leur dire, coupez l'eau, faites attention, éteignez la lumière avant de partir. Et donc, on était vraiment sur l'idée de... on commence doucement par des petits gestes, ça met les gens sur une trajectoire un peu vertueuse, et après, on peut leur demander des choses supérieures. Et en fait, depuis, ça ne marche pas. C'est-à-dire, depuis plus de 20 ans qu'on fait la promotion des éco-gestes, non seulement ça ne marche pas, ce qu'on fait comme éco-geste, c'est plutôt quand on peut avoir un intérêt, c'est-à-dire on a plutôt intérêt à ne pas gaspiller l'eau, à ne pas gaspiller l'énergie, etc., parce que financièrement, ça peut aussi être très intéressant. Que ce qu'on est capable de faire comme geste pour l'environnement, ce n'est pas forcément ceux qui ont un impact le plus important au niveau environnemental, mais le pire, depuis étude de l'ADEME 2019, c'est que non seulement ça stagne, mais que sur pas mal de points, ça baisse. C'est-à-dire que ça va à l'encontre même de tout ce qu'on imaginait justement sur les éco-gestes, les petits pas. D'accord. Vous parlez de c'est pas lié à un manque d'exemplarité aussi des décideurs et puis des célébrités. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, ceux qui ont un train de vie, les jets, les scooters des mers. Ou la dernière, ça m'avait beaucoup frappé pendant la canicule, les clims des voitures des ministres qui tournaient à fond dans la l'Élysée. Et ça, ça a l'air de rien, mais le Français moyen, il se dit alors pourquoi eux, ils ont droit à ça et nous, on nous ratatine à chaque fois en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est super intéressant ce que vient de dire Olivier. Parce que quand on fait des entretiens de groupe, j'ai la chance de participer à pas mal sur ce sujet-là. Ça fait partie des choses qui émergent assez rapidement. C'est-à-dire les gens ils disent, j'imagine que vous avez déjà participé à des entretiens de groupe, en fait on sait que ce qui est intéressant dans les entretiens de groupe, c'est quand les gens, c'est après... les 2 premières heures, ça ne va rien dans les entretiens de groupe. Les gens, ils veulent paraître intelligents, etc. Au bout de 2 heures, ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer chez eux, donc ils se lâchent. C'est là où l'animateur psychosocial, il décèle que ça peut être plus intéressant. Et en général, les gens, ils disent, après avoir dit que c'était super important, etc., ils disent, ouais, moi, je suis prêt à agir, mais en fait, j'ai vraiment pas envie de me sacrifier, quoi. C'est vraiment cette idée que dit Olivier. Je suis persuadé que mes voisins, que j'aime bien par ailleurs, ils ne feront rien, quoi. Et que justement, les célébrités, les puissants, ça, ils ne feront rien. Donc, vous ne voyez pas pourquoi moi, on me demande de faire des efforts, alors que les autres, ils vont continuer à agir. Ça marche aussi pour les Chinois ou les Indiens. C'est un argument qu'on dit souvent sur la France. La France, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Même si la France est totalement vertueuse, qu'elle est neutre en carbone, si la Chine elle fait 28% et les États-Unis 14%, c'est quoi l'intérêt? Donc c'est vraiment cette idée de dire ouais mais voilà, moi je veux bien,
idéalement, je le ferai, mais comme je suis à peu près persuadé que les autres ne vont pas le faire, bah, du coup, je n'agis pas. C'est vraiment cette notion de collectif qui est super importante dans la... Alors, c'est quoi les, je veux dire, les problèmes, les écueils? Alors, moi, il y en a certainement plus que 3, mais pour moi, 3 importants. Le premier, c'est le déclaratif, parce que la quasi-totalité de ce qu'on peut lire sur les problèmes de climat, ça part d'études, de baromètres, de sondages, etc. Et il faut vraiment arrêter avec ça, parce que sur le sujet de l'environnement, les gens ils répondent ce qu'ils souhaiteraient être. Dans un mondial, voilà, j'aimerais ça. C'est pas du tout en conformité. Enfin, il y a un gouffre entre le déclaratif et le comportemental sur un sujet comme le sujet de l'environnement. Je vous dis juste un truc, parce que moi, ça m'avait surpris, ça n'a rien à voir avec le sujet du climat. Il y a quelques années, il y avait eu alors je ne sais plus si c'était 20 minutes ou Métro, un sondage sur les Français et hygiène buccale. Et je me souviendrai toujours du commentaire du directeur commercial, je ne sais plus, Colgate ou Palmolive, etc., qui disait si les Français avaient répondu, on serait obligé de multiplier par 10 notre production. C'est-à-dire que vous brossez les dents, ouais, 2 fois, 3 fois. Et c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire non, moi je ne me brosse jamais les dents, de toute façon je m'en fous, je pue de la gueule. Mais c'est vraiment cette idée de, voilà, on nous interroge, on se projette une image, mais c'est tout, quoi. Donc il faut faire attention, parce que si on part de l'idée que les gens sont convaincus, comme ils disent, qu'ils sont préoccupés, qu'ils veulent agir, etc., on se méprend, parce qu'on ne voit pas le sujet. Le deuxième, il est beaucoup plus insidieux, parce qu'il est moins évident, c'est l'idée qu'on a justement en communication sur le pouvoir même de l'information. Pour le dire autrement, on reste sur une vision, j'allais dire presque de l'origine même des sciences de la communication, c'est-à-dire l'idée du télégraphe. Ceux qui ont créé les sciences de la communication, les ingénieurs de la belle compagnie, etc. C'est un émetteur qui envoie un message à un récepteur, qu'on appelle d'ailleurs une cible, qui reçoit le message et qui du coup va agir. En fait, sur cette conception, j'ai mis une seringue, c'est vraiment l'idée de la communication seringue hypodermique qui infuse et fait qu'on se transforme. En fait, les gens qui agissent au niveau environnemental ne sont pas ceux qui ont l'information. Et ça, par exemple, moi, je l'ai testé quand j'étais prof à l'université de Louvain. On a fait une expérimentation avec le laboratoire de psychologie sociale qui était juste à côté sur énergie renouvelable, efficacité énergétique. Et en fait, on s'est aperçu que on donnait des informations sur pourquoi est-ce qu'il faut faire attention, éviter le gaspillage énergétique, plutôt aller vers des énergies renouvelables, etc. Et en fait, les gens avaient l'information, ils disaient c'est bien, etc. Mais en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai l'information. Ils n'agissaient pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez l'information. Aux États-Unis, il y a un sociologue qui s'appelle George Marshall qui a fait un livre qui s'appelle Le syndrome de l'autruche et qui montre qu'en fait, chez les plus climato-sceptiques des républicains, n'ont pas moins d'informations sur la réalité du dérèglement climatique. Les décideurs, non? Ouais, c'est ça. Donc, l'information en soi n'est pas le déterminant de l'action. Souvent, on dit ah si j'avais su, etc. Ok, mais on s'aperçoit que même si les gens savent, c'est pas parce qu'on a l'information qu'on bouge. D'accord. Donc on surestime le pouvoir de l'information. C'est-à-dire que l'information est nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. On va y revenir. Mais donc, parce que souvent on voit. Quand vous voyez les rapports du GIEC ou beaucoup d'ONG environnementales, voilà, les gens doivent savoir que, ok, ça, maintenant ils le savent, que ça a changé quoi? Rien. Et puis le troisième, qui est peut-être encore plus paradoxal, c'est le rôle de la sensibilisation. Parce qu'on se dit, il faut qu'on informe les gens pour qu'ils soient sensibilisés, et quand ils seront sensibilisés, ils vont agir. Ça semble logique. J'ai l'information, donc j'agis. Je suis sensibilisé, donc mon comportement, comme je suis sensibilisé, forcément. Et en fait, quand on analyse, et ça le Crédoc l'a parfaitement démontré,
le style de vie des personnes les plus sensibilisées aux problèmes du dérèglement climatique, ces personnes-là sont les plus gros pollueurs. Bah oui, sont les plus Gros pollueurs. c'est ceux qui font des Paris-New York. C'est-à-dire que Voilà. l'impact environnemental des personnes les plus sensibilisées aux problèmes écologiques, de la transition, du climat, etc., ces personnes qui sont les plus sensibilisées ont l'impact environnemental le plus catastrophique. Du fait de leur revenu, enfin, du niveau de c'est exactement ça. C'est parce que, toutes choses égales par ailleurs, les personnes les plus sensibilisées se retrouvent plutôt dans un certain type de capital culturel, économique, etc. Et donc vont faire, à la limite, les éco-gestes dont je parlais tout à l'heure. On va faire manger bio, on va manger bio, on va plutôt prendre le Vélib plutôt que la voiture, etc. Et puis quand même, le dernier iPad, il est quand même bien pratique, et que le temple d'Angkor, on a des copains sur Facebook qui ont montré, on a vraiment très envie, quoi. Et le temple du Machu Picchu, ça fait quand même rêver tout le monde. Vous parlez des jeunes d'ailleurs aussi, Thierry, qui sont concernés par ça aussi. Soi-disant, les jeunes sont sensibilisés. Ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire, on s'aperçoit que sur un sujet comme le nôtre, celui du climat, de l'écologie, si on veut avancer, il faut aussi déconstruire des idées reçues parce que ça ne permet pas d'avancer. Donc cette idée de il faut sensibiliser, etc. Ok, non, parce qu'on s'aperçoit, qu'on parlait de temple dans le Machu Picchu, c'est-à-dire qu'en une semaine, je ruine totalement tous les efforts que j'ai fait tous les jours, tous les efforts quotidiens que j'ai pu faire, simplement parce qu'un trajet, je sais pas, Paris-Machu Picchu, ça fait, je sais pas combien de tonnes de carbone, mais ça ruine clairement tout ce qu'on a pu faire. Et sur les jeunes, c'est pareil, ça fait partie des sujets qu'on voit très souvent. Encore, on a eu Camille Etienne il y a quelques jours. Mais elle a changé son discours là-dessus. Elle dit, d'ailleurs, moi, je ne représente pas une catégorie. Ça le dit. Ouais, c'est bien. On a discuté un peu avec elle. Mais ça c'est bien. Mais c'est aussi cette idée de il y aurait des sauveurs, les jeunes pour le climat, etc. C'est complètement pipeau. C'est complètement pipeau. Il y a une catégorie de la population jeune qui est certainement très mobilisée, etc. Qu'on retrouve plutôt dans les grandes écoles, universités. Mais quand on regarde, quand on voit dans le détail la perception environnementale des 18-24 ans, ils ont envie de consommer comme les autres. C'est-à-dire, assez bizarrement, sur le climat, alors que normalement, c'est eux qui vont être concernés en premier, il n'y a pas de différence forte, mais que sur certains sujets, clairement, sur la biodiversité, c'est 8 points de moins par rapport aux 55 ans et plus. 8 points de moins. Peut-être aussi parce que les seniors, ils ont vu disparaître. Oui, c'est ce que dit Cynthia Fleury à chaque fois, vous la citez dans votre livre. Donc, donc c'est-à-dire il faut aussi faire attention aux idées peut-être un peu trop rapides qu'on peut avoir. Donc, le retour est comme on a envie de poser des questions. Alors, dans les points importants, pour moi, il y a ce point fort qui est la question des imaginaires. Et à partir de là, on est obligé de prendre en compte le rôle de la pub. Alors, il y a eu, donc je vais aller assez rapidement un peu sur les jalons. Ça a commencé par un rapport 2015, Fondation pour la Nature et l'Homme, qui s'appelait Fondation Nicolas Hulot, qui s'appelait, le rapport, c'était la publicité était-elle compatible avec la transition écolo. Rapport Big Corpo, Amis de la Terre, Communication sans frontières, Résistance à l'agression publicitaire, un gros document, 250 pages, mais très documenté, mais totalement anti-pub, il faut supprimer la pub. Greenpeace, une loi E20 pour le climat, interdire la publicité sur les produits ayant un impact environnemental fort, un rapport que j'ai co-rédigé pour le ministre de l'Environnement, l'autorité de régulation de la pub, des prises de position, le WWF. Et en fait, le moment important dans tout ça, c'est la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'il s'est passé un événement fort à ce moment-là, que personne n'avait vu venir. Convention citoyenne sur le climat, donc 150 personnes qui ne se connaissent pas et à qui on demande de travailler sur comment lutter contre le dérèglement climatique. Et dès la deuxième session de travail, donc c'était sur 7 week-ends, vendredi, samedi, dimanche, dès la deuxième session, c'est-à-dire en fait dès la première, parce que la première, c'est on apprend à se connaître, on apprend la méthodo, les gens, ils disent, et là, c'était une bombe, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il faut qu'on s'attaque à la pub.
Tout le monde pensait qu'ils allaient faire des propositions sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la mobilité. Ils ont dit il faut qu'on s'attaque à la pub. Et dans les recommandations, c'était à la hache, c'était il faut interdire la publicité sur les produits ayant un impact. C'est la demande d'une mention. C'est ce que sur toutes les sur les publicités, c'est la mention, c'est en avez-vous vraiment besoin? Pour moi, c'est là, ouais, mais pire, parce que c'est-à-dire qu'on demandait à la pub de faire la promotion de produits et en même temps de nous dire ouais, mais réfléchissez quand même, quoi. Vous n'êtes pas obligé de nous croire. Mais en ce moment, la radio pour les voitures, on entend ça. Hein, ah oui, oui. Oui. Ah oui, mais les cinq fruits c'est comme pub pour les voitures. Mais avec, si possible, marcher ou pratiquer le covoiturage. Mais acheter la nouvelle de 106. Oui, parce qu'à la télé, tu as que des pubs pour les bagnoles. C'est là, parce que c'est là où ça craint. Oui. Mais en fait, le sujet, il est important, le sujet de la pub, par rapport à notre sujet. Parce que pour moi, la question du rôle de la publicité dans la transition est important à 3 titres. Le premier, c'est si on est dans cette idée que pour réussir la transition, on doit aussi amener une réflexion autour de la sobriété. Oui. Comment est-ce qu'on peut inciter à la sobriété avec la publicité dont le rôle, c'est de promouvoir de manière permanente la consommation. Et le déclic, c'était un peu avant, c'était janvier 2008. Il y a une publicité, je ne sais pas si vous l'aviez vue, de Cdiscount. Cdiscount, donc c'est janvier 2018, c'est au moment des soldes. Et la publicité, c'était, alors il y avait 4 visuels. Alors il y avait par exemple un ordinateur ou une télé, etc. Et à chaque fois, c'était j'ai déjà une télé, j'ai déjà un ordinateur, mais ce serait tellement mieux si j'en avais un deuxième. Donc j'ai déjà une télé, mais j'ai la vue qui baisse, j'ai un ordinateur, mais il pourrait tomber en panne. Et ça, on était quand même nombreux à considérer que si ce n'était pas de l'incitation au gaspillage et à la surconsommation, c'est quoi c'est pas acheter notre produit, c'est bien, vous en avez besoin, vous en avez déjà, mais achetez-en d'autres. Et pour la première fois dans l'histoire de la publicité, il y a le président de l'ADEME, qui était Arnaud Leroy, qui décide de porter plainte contre Cdiscount, qui va devant l'autorité de régulation de la publicité, qui va devant le jury de déontologie, qui dit ça c'est pas acceptable, c'est de l'incitation au gaspillage. Et l'autorité de régulation dit examine l'affaire, etc., et rend son jugement et dit non, rien à dire, c'est de la pub. Donc Arnaud Leroy furax demande une procédure de révision, enfin une procédure d'appel, et en appel, le jury de déontologie, allez, on dégage, rien à dire, c'est de la pub, on peut se permettre. Donc, des débats, l'ADEME, c'est quand même le bras armé du ministère de la Transition écolo qui se fait retoquer par une association de publicitaires. Donc, lettre ouverte, etc. Enfin, le débat est sur la table. Donc, il y a presque, j'allais dire, ce premier axe, c'est la publicité, c'est l'incitation à la consommation avec un placement de curseur compliqué où s'arrête l'incitation à la consommation par rapport à la surconsommation, l'hyperconsommation. Et vous rappelez dans votre livre que ça fait vivre des gens, que c'est les emplois, que c'est voilà. C'est ça, c'est tout à la fois intéressant, passionnant et très compliqué, c'est que 1 euro investi en publicité, c'est 7,3 € derrière. Donc il y a il y a eu études en France, études en Belgique, études en Angleterre et études Union européenne, et ça va entre 5 et 7. Et là, vous avez prononcé le mot croissance. Ouais. Et alors, est-ce qu'on veut alors, c'est la question du type de croissance. En tout cas, ça, c'est le premier point. C'est le pub, problème publicité, sobriété, consommation. Deuxième, c'est plus insidieux là aussi, c'est que quand on examine les messages publicitaires, les 2 mots qui reviennent le plus, regardez les pubs maintenant, etc., les 2 mots qui reviennent le plus, c'est le mot plaisir et le mot bonheur. C'est-à-dire que la publicité, ça vous met, ça vous insère dans un imaginaire de bonheur par la consommation. Quand vous voyez la pub, les gens ils sont heureux parce qu'ils viennent d'acheter, ils consomment, etc. Avec une fille, un garçon. Et qui viennent d'acheter un produit, etc. Et voilà, c'est le bonheur par la consommation. Et puis le troisième élément lié publicité transition qui, à mon sens, mérite une réflexion. En tout cas,
l'idée, c'est si on veut avancer, si on veut sensibiliser, il faut aussi qu'on voit qu'est-ce qui peut faire obstacle dans nos imaginaires. Et le troisième, c'est justement ce que j'appelle le déséquilibre des forces en présence, c'est-à-dire que des messages qui vous incitent à un comportement éco-responsable, vous en recevez combien par jour? Allez, en étant optimiste, 3, 4. J'imagine que déjà un peu sensibilisé. Allez, vous en recevez 5 messages. Des messages de pub qui vous incitent à consommer, vous en recevez selon les méthodologies, sur la définition de ce qu'on appelle publicité, entre 400 et 3000. Et ça peut être beaucoup plus simplement si on considère les par jour. Donc 400 à 3000 messages de pub. Ouais, toutes les bannières, quand on navigue quelque part, c'est des promos, c'est acheté. Les logos, on compte les logos qu'on voit. Non, les 400 à 3000. 400 à 3000, ouais. Bah, vous ouvrez le point, vous avez donc on voit que c'est peut-être un peu déséquilibré. Donc, ça met une réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que la publicité obstacle ça, parce que dans ce qui forge nos imaginaires, il y a autre chose. Il y a les séries télé, il y a tout le cinéma hollywoodien, il y a autre chose. Mais la pub est un élément qui mérite en tout cas une certaine réflexion. Alors, sur la communication, j'ai mis repenser notre manière de communiquer sur le sujet. Que faire? Quand même la question qui nous occupe maintenant qu'on a un constat. Alors, dans les choses dont on sait que ça marche, il y a, alors là, c'est l'expérimentation qui avait été faite dans l'Isère. Donc, je ne sais plus le nom de la ville, une ville qui avait été choisie par l'Université de Grenoble parce qu'elle était homogène, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un centre riche, une périphérie pauvre, etc. Les quartiers étaient homogènes au niveau de la population. Et la ville c'était un travail sur l'incitation au tri des déchets. Et ça remonte à une quinzaine d'années maintenant. Et alors, ils avaient coupé la ville en 4. Pour les besoins de l'enquête. Et donc, une zone où on ne fait rien, une zone témoin, une zone où on incite les gens à trier leurs déchets par de la communication à distance, c'est-à-dire dans les boîtes aux lettres, on met des prospectus, sur les commerçants, on met des affiches, etc., pour dire pourquoi il faut et comment faire, etc. Troisième zone, on fait de la communication de proximité, c'est-à-dire avec des emplois jeunes, on va chez les gens et on leur explique pourquoi et comment est-ce qu'il faut faire le tri. Et puis quatrième, on fait les deux, on met des prospectus et puis on va les remplir. Et résultat de l'étude qui était vraiment super intéressant, c'est première zone, là où on n'a rien fait. Il ne se passe rien, heureusement d'ailleurs. Je crois qu'ils auraient été mal. Deuxième zone, je cite de mémoire, mais c'est vraiment à 2% près. Donc, on met des prospectus, on fait à distance, on a plus 12 à 14% de gens qui trient. Là où on va et il y a du débat et on rencontre les gens, c'est autour de 16%, c'est un peu plus. Et là où on fait les deux, on est à 34%. Donc on voit que c'est vraiment, enfin, à la limite, c'est presque des démarches business classiques de marketing pur et dur. Si on fait de la pub et puis il y a les forces de vente et il y a les webinaires derrière, c'est l'idée presque d'appliquer ça à la communication responsable. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que vous avez l'information, il faut aussi qu'il y ait du débat, qu'on donne l'objectif par la distance et le mode d'emploi et on répond aux gens par la proximité. Mais c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas un support de communication qui va faire le déclic d'une modification comportementale. Le deuxième, c'est le problème de la visualisation. Tout ce que vous, alors tout ce que moi, je ne vais pas généraliser mon cas, mais tout ce que j'entends sur le dérèglement climatique, j'y comprends rien. J'ai l'impression que j'arrive pas à le conceptualiser, quoi. Il faut baisser. Alors là, on est actuellement en France à 450 ppm, alors qu'on était à 350 il y a une vingtaine d'années. Donc, il faudrait réduire les parties par million. Alors, on est à 5 tonnes. De gaz à effet de serre. Alors là, pareil, ça a été testé. Quand on dit aux gens des tonnes de gaz à effet de serre, mais c'est impossible. Comment vous pouvez visualiser une tonne de gaz à effet de serre? C'est du gaz. Donc, tous ces trucs autour du climat, j'ai mis le terrain de football en exemple parce que quand on parle de déforestation, la déforestation de la forêt amazonienne, c'est deux terrains de foot par minute qui disparaissent. Au moins, je visualise. Le problème du climat, c'est voilà, comment
essayer de rendre concret un peu ce sujet-là. Et puis le troisième, là aussi ça fait partie des expériences fortes qu'on peut avoir dans une vie. Moi j'en ai une dans ma petite carrière, j'ai fait 1 an dans un cabinet ministériel. J'étais au cabinet du ministre de l'Environnement. C'était en 2004, le ministre c'était Serge Lepelletier. Et donc, il m'avait fait travailler déjà sur ces sujets-là, avec l'idée de comment est-ce qu'on peut mieux communiquer. Et j'ai vraiment eu un coup de bol extraordinaire. Encore que Serge Lepelletier, il s'est fait virer assez rapidement, donc ça n'a pas été très utile longtemps. Mais que 2 bureaux à côté du mien, il y avait les collègues qui travaillaient sur la sécurité routière et qui se posaient la même question, c'est comment inciter les gens. Et c'est la grande époque, au début des années 2000, 2003, 2004, où la France change de perception sur les campagnes sécurité routière. Avant, on était beaucoup dans la pédagogie, mettez la ceinture, un petit clé vaut mieux qu'un grand choc, et qui ne marchait pas trop. Et donc, arrive en France un peu l'axe anglo-saxon de faire du gore. Les enfants qui se font écraser, on se fait écraser, les cervelles sur les pare-brises, les enfants sous les camions, machin. Et pareil, donc ils avaient fait un test, réuni des gens qui visualisaient, et puis donc l'animateur demandait. Et là, c'est vraiment le truc très fort, c'est qu'à un moment, donc moi j'étais derrière les glaces sans teint, et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit elle est bien cette campagne. J'espère que maintenant, les gens ils vont comprendre. Hein. Et il y a l'animateur qui décèle le petit moment intéressant et qui dit oui, on est bien d'accord, monsieur, mais et vous? Et la personne, comme si elle venait de se faire agresser, dit non, moi je suis un bon conducteur. Et en fait, en réfléchissant, 95% des Français se définissent comme un bon conducteur. Et c'est exactement la même chose au niveau environnemental. C'est-à-dire personne. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit, on a l'impression qu'on n'est pas la cible. Ça ne passe pas. Et tous les messages que vous recevez sur développement durable, ça, c'est des trucs qui sont très génériques, qui s'adressent à tout le monde, mais on voit un peu, c'est-à-dire personne n'a le sentiment d'être pollueur, personne n'a le sentiment d'être vraiment concerné. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il faut vraiment personnaliser beaucoup et segmenter, comme on fait là aussi en marketing, les communications responsables. On y va tout droit à l'électrochoc, parce que là, ça se rapproche tout à l'heure. Vous disiez, c'est loin ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a des maires qui prennent des bouteilles d'eau pour alimenter leur commune en Occitanie. Hein. Là, on le touche de près. Il y a l'Espagne qui était dans le rouge et qui en sort à peine. On commence, c'est tout nouveau, à toucher du doigt à côté de chez nous ce réchauffement climatique. Et même dans le cinéma, hier, il y avait Guillaume Canet qui présentait un film là, qui s'appelle Acide et qui parle de pluie acide qui tombe sur les gens et on commence de plus en plus à être... on ne peut plus être à côté du nuage. Quoi. Non, les pluies acides, ouais. C'est ça qu'ils sont très écolos. Mais... Alors ça, c'est enfin... Cet électrochoc qui nous touche dans notre quotidien, il arrive là. On ne peut plus se cacher derrière notre petit doigt. C'est en train de changer. Ouais, alors... alors, je n'ai pas l'air convaincu. Alors, et oui, pour les organisations, pour vous, pour les entreprises, etc., concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'il faut arrêter les engagements un peu généraux, parce que là, ça ne fonctionne pas, et qu'il y a une sensibilité assez forte, notamment autour de la question du greenwashing. Et si en plus vous êtes sur des activités qui peuvent être un peu controversées, là, le discours d'engagement ne fonctionne pas. C'est-à-dire on a vraiment intérêt à communiquer sur des faits précis, sur des trajectoires, mais surtout pas sur demain on rase gratis. Donc en finir avec le discours utopique, parce que il suffit de lire des rapports de développement durable de toutes les entreprises. Je me souviens, il y avait justement Communication et Communication Entreprise avait fait une étude sur analyse de contenu des rapports de développement durable des entreprises. Et dans les résultats, il y avait, je me souviens toujours d'une phrase, c'est étude de 40 rapports de développement durable des entreprises. Le mot obstacle n'apparaît qu'une seule fois, et encore pour dire qu'il n'y en a pas. On a vraiment l'impression d'un discours totalement utopique. Rétablir la proportionnalité, c'est communiquer sur des faits en proportion de véritables enjeux.
dans les choses, moi, qui m'énerve un peu, j'ai mis la petite abeille, c'est toutes les entreprises, il y en a beaucoup, peut-être parmi vous. C'est, voilà, on a pris conscience, on a mis une ruche sur le toit de notre siège. Je veux dire, c'est vachement sympa, ça fait plaisir. Après, vous pouvez offrir des petits bonnets aux collaborateurs ou aux clients. Mais la réalité du sujet, il faut aussi faire des choses proportionnelles à l'impact que vous pouvez avoir, tenir les engagements et montrer, enfin vraiment communiquer sur les faits, on va revenir. Et puis, chose qui est méga super importante, c'est mettez en évidence vos collaborateurs parce que ce sont les salariés qui apparaissent les plus crédibles sur les questions environnementales. Les entreprises souvent se méfient, on préfère faire des communiqués de presse ou le porte-parole ou le directeur du développement durable pour parler du sujet. Mais les salariés, ils sont beaucoup plus crédibles parce qu'ils ne sont pas considérés comme jugés partis. Le fait pour un collaborateur de dire « ouais, on a fait ça, c'était pas facile, il a fait convaincre le manager », mais après là, ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Alors, il faut le faire intelligemment parce que si on s'aperçoit que les gens le font parce qu'ils sont sollicités par la direction de la communication pour être l'ambassadeur, etc., là, ce sera juste totalement catastrophique. Alors, pour terminer puis engager le débat, pour moi, les trois conditions, les trois P, c'est d'abord les parties prenantes. Parce que je considère que sur un sujet comme celui de l'environnement, de l'écologie, des problématiques dont on a parlé, le meilleur porte-parole, c'est pas vous. Parce que vous êtes toujours considéré comme jugé parti. Communicants et directeurs, etc. Quand je dis les parties prenantes, c'est les interlocuteurs. Si demain vous avez une grande ONG ou un expert qui est capable de dire, bah ouais, comme exemple, là ils ont fait ça, c'est pas encore complètement super, etc. Mais on voit qu'ils sont sur la bonne trajectoire, on écoute davantage. Parce que l'organisation qui parle d'elle, de ce qu'elle fait sur un sujet comme ça, c'est toujours vu avec énormément de scepticisme. Le deuxième P, c'est celui de la preuve. C'est vraiment en permanence rappeler ça et être capable de le prouver. Et le troisième, c'est la proximité. Donc, proximité, preuve et partie prenante. Pour moi, c'est vraiment les points les plus importants. Et puis, quand je dis pour un nouveau récit, c'est vraiment cette idée que le sujet environnement-climat, c'est un discours qui est très quantitatif, souvent très technique, qui est bourré d'informations, bourré de faits. Et que si on veut faire bouger les choses, c'est pas les faits, c'est pas les informations qui font agir, c'est l'envie. Et moi, j'ai toujours référence, comme je travaille 3 jours par semaine à Bruxelles, la manière dont l'Europe s'est créée. Le 9 mai, il y a eu l'anniversaire de la déclaration Schuman, 9 mai 1950. Et c'était vraiment cette idée de l'Europe, c'est la paix, quoi. Il y avait vraiment, on y va parce que pour l'ensemble des Européens, on sort de siècles de guerre en Europe, etc. Et on fait l'Europe pour la paix. Toutes choses égales par ailleurs, c'est l'exemple de la ségrégation raciale aux États-Unis. Martin Luther King, il n'a pas fait la cartographie des inégalités raciales aux États-Unis. Il a fait un discours I have a dream. Et sur le sujet du climat, le discours climatique, c'est un discours qui est incantatoire, qui fait peur, qui est moralisateur, qui est ultra technique. C'est-à-dire, c'est tout ce qui fait que ça ne peut pas marcher. Moi, je dis, en fait, sur le sujet de la communication climat, on se trompe de combat. Parce que le vrai combat, c'est pas atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Est-ce que ça vous fait rêver? C'est hyper technique, ça ne peut pas arriver. En termes de vent porteur, on a fait mieux. C'est quoi la neutralité? En fait, quand je dis on se trompe de combat, c'est-à-dire on prend les moyens pour la finalité. Et pour moi, la neutralité carbone, c'est un moyen au service d'une finalité plus large. La question essentielle, en fait, pardon, je posais des questions absurdes, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, quoi. Pardon, fondamentalement. Et en fait, ce qui vous rend heureux, c'est d'avoir un mode de vie moins stressant, c'est d'avoir un air pur, c'est d'avoir une alimentation plus saine. Et si on est capable de réfléchir collectivement, et c'est pas un truc qui va s'imposer par décret que quelqu'un a dit voilà le nouveau récit, mais si on est sur l'idée de ça peut être quoi la société de demain, on s'apercevra que tout le sujet de carbone, de machin, etc.,
c'est juste un moyen au service d'une finalité plus large. Mais on ne peut pas mobiliser pour l'idée de réduire son impact carbone à tel ou tel horizon. Donc quand je dis pour un nouveau récit, c'est essayer de faire en sorte de cette réflexion. C'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de la publicité. C'est la réflexion sur nos imaginaires et ce qui peut vraiment être en capacité de nous mobiliser. Voilà, je propose de m'arrêter là. Merci. Merci à vous. Merci Thierry, parce que justement, on peut vous applaudir. Voilà. On n'a pas encore terminé, il va y avoir des questions. Mais vous avez raison, parce que c'est finalement sur ce vent porteur-là qu'il faut aller, c'est ce nouveau rapport au monde, cette nouvelle, on entre en résonance avec le monde, et ça répond aussi, enfin ça me fait penser au discours qu'on entend parler de Camille Etienne aujourd'hui, on lui dit, bon alors s'il n'y a plus de pétrole, elle dit, mais peut-être que ces gens qui travaillent dans l'industrie du pétrole, ils vont travailler dans un autre secteur et s'épanouir tout aussi bien dans ces vies. En fait, c'est une nouvelle économie à inventer. Il y a Jacques Attali aussi qui parle d'une économie de la mort, une économie de la vie, et qu'il faut aller dans le sens de cette économie de la vie et essayer de trouver. C'est là que vous nous amenez sur ces vents porteurs-là, en essayant de changer ce rapport au monde, et ça va nous permettre de tout recalculer et voilà, d'imaginer autre chose. Oui, et puis pour nous communicants, c'est d'avoir aussi une réflexion sur quel peut être le rôle de la communication. Sur le sujet climat, etc., ma perception, c'est que ça a toujours été vu de manière soit économique, c'est-à-dire une économie circulaire, non linéaire, machin, par des dispositifs de financement, un investissement socialement responsable, une finance durable, etc., par de l'innovation, capture carbone, stockage, machin, mais que le rôle de la communication, en fait, il n'a jamais été vraiment interpellé, quoi. Et le fait de se dire, peut-être que nous, communicants, on peut aussi avoir une plus-value et qu'un changement de regard sur ce que peut vraiment faire la communication, c'est peut-être pas totalement inutile. Et est-ce que c'est pas une vision un peu très occidentale de la communication? Parce que si on prend par exemple en Chine, en Inde, alors c'est les États-Unis un peu à part, parce qu'eux, ils sont vraiment aussi très contributeurs, mais les questions se posent. En Chine, globalement, la question de l'environnement, elle se pose que lorsqu'ils ont 3 tonnes de nuages de fumée, ils ne peuvent plus faire les Jeux Olympiques. Et parce qu'il y a aussi cette aspiration, et là je pense notamment à l'Afrique, à avoir le modèle de vie que nous, occidentaux, on a eu pendant 40, 50, 60 ans. Et dire, pourquoi vous nous privez, nous aussi, on veut vivre pareil. Là, on ne peut plus communiquer de la même manière. On peut leur dire, soyez frugaux, soyez sobres, soyez... ils le sont déjà par la force des choses, et plus que sobres. Il y a toute chose à dire par ailleurs que c'est la même chose avec les jeunes. Quand on parle de réduire les voyages en avion, les plus pro-voyage, c'est quand même les 18-24, avec cette idée de tout le monde a voyagé, etc. Nous, pourquoi vous voulez nous interdire de faire des voyages? Et au contraire, on les incite dans leurs études, Ils sont bâtis comme ça. À faire des semestres à l'étranger. En même temps, ce brassage, il est hyper intéressant. Ah oui, il y a quand même C'est ça que... Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Il y a une tension avec l'économie. Ce que vous venez d'évoquer avec les voyages loin, c'est une découverte, c'est formidable, on ne peut pas négliger l'intérêt que ça va apporter à chacun. En revanche, il n'y aurait pas eu le low cost et tout ce qui a fait une diversification aussi de l'industrie aéronautique, parce qu'il le fallait, pour s'adapter aussi aux nouvelles attentes et au nombre de gens qui pouvaient avoir envie de se déplacer. Donc du coup, en fait, il y a toujours cette tension entre l'économie que vous avez abordée avec l'alimentation, avec le choix de se faire plaisir. On est toujours en tension entre le plaisir, l'économique, puisque derrière, il y a des salaires, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent. Et puis aussi, ce troisième volet du triptyque, c'est le plaisir que l'on peut avoir. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se mettre, quand vous parlez de parties prenantes, on ne peut pas se mettre effectivement, on n'est pas crédible si on est à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de... Oui, c'est ça. Et puis surtout, par rapport à ce que vous dites, pas être moralisateur, parce que les enjeux sociaux, sociétaux, ils sont gigantesques. Pas oublier que les Gilets jaunes, c'est venu aussi de problématiques de taxes carbone.
Donc, dire aux gens de ne pas prendre l'avion alors que justement il y a le low cost qui permet de. Mais ça voudrait dire que les personnes à qui on interdit, c'est aussi les personnes les plus défavorisées. Que on marche sur la tête. Vitrine, on ne peut pas toucher. Ouais. Donc, c'est extrêmement frustrant. Mais Est-ce qu'il y a des questions de nos participants en distanciel? Des réactions, pas forcément des questions, non, des témoignages. On n'a pas beaucoup parlé d'agriculture, hein, Thierry, mais Non, vaste sujet. Vincent a une question. Oui, non, merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant. J'ai juste une remarque en fait que je voudrais ajouter par rapport à tout ce qui fait que ça marche. J'ajouterais volontiers la répétition. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance parfois à considérer, enfin, on peut, dans certains cercles qui ne sont pas forcément communicants historiques, donc, parce que ceux qui savent que la répétition, Coca-Cola, c'est très bien que la répétition est absolument indispensable pour que ça marche. Mais là, en l'occurrence, on est sur des cercles qui sont pas forcément, qui n'ont pas une tradition historique du marketing, tel que vous l'expliquiez. L'aspect mix était vraiment, enfin, c'était vraiment passionnant de vous écouter, franchement. Et pour collaborer de longue date avec le monde agricole, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai été amené à m'exprimer et à argumenter à de très nombreuses reprises. En fait, il faut revenir parce qu'on oublie, parce que les générations se renouvellent, etc. Et il faut revenir sur ces messages, c'est extrêmement important. Ensuite, vous évoquiez la publicité. Je n'avais pas connaissance de ça, donc j'ai dû rater le coche. Mais j'ai toujours trouvé qu'à un moment, donc tout le monde connaît Séguéla, et je pense que vous vous souvenez probablement de l'épisode, et que je ne critique pas, c'est un très bon publicitaire, bien entendu, mais il nous a livré un jour, sans doute à son corps défendant, un des leviers qu'on a bien vu fonctionner dans la pub pendant très longtemps, qui est le levier de la culpabilité. Je m'explique. Si tu n'es pas capable de t'acheter une Rolex à 50 ans, c'est que tu as vraiment raté ta vie. Et en fait, la pub a fonctionné comme ça et continue parfois encore de fonctionner comme ça sur de très nombreux registres, Vous n'avez pas les couches machin pour votre bébé, vous avez raté votre vie. Vous n'avez pas cette voiture, vous avez raté votre vie. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, j'aime beaucoup bien entendu ce que vous disiez sur faut faire rêver, faut donner envie, mais il y a la façon de donner envie qui est, ça, c'est pour ça qu'on est là et qu'on aime bien réfléchir à nos différents sujets, mais qui compte aussi beaucoup. Ok. Peut-être deux remarques par rapport à ça. Premièrement, sur le deuxième point, c'est-à-dire le rôle de la pub, ça fait partie des points sur lesquels, moi, là, je suis totalement optimiste, parce que les publicitaires ont compris que c'était dans leur intérêt, parce que ça ne coûte rien. Et que ça peut donner justement une image positive de la publicité. C'est tout le travail sur les représentations. Moi, j'ai l'exemple, mais il suffit de regarder, on parlait des pubs automobiles, c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire c'est toujours un homme seul, la quarantaine, mâle, dominant, cadre supérieur, seul, au volant blanc, au volant de son véhicule, sur des routes désertes. Donc la réalité, on sait que c'est quand même pas celle-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne montre pas du covoiturage, de l'autopartage, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne montre jamais des voitures pleines, moins toutes choses égales par ailleurs, parce que c'est dans un autre domaine, mais j'avais trouvé que c'était assez extraordinaire. C'est étude qu'avait conduit l'ancien Arcom CSA sur la représentation des femmes dans la publicité. Et en fait, il y avait un chiffre que j'ai retenu, c'est 85% des figures d'experts dans les publicités sont des hommes. C'est-à-dire une femme ne peut pas être experte. Voilà. Oui, voilà, ça, la place de la femme, elle est d'ailleurs. Mais regardez les publicités où il y a des experts, c'est toujours, voilà, en plus on lui met un tablier, le monsieur blanc. Il ne faut pas compter sur l'intelligence artificielle pour progresser, parce qu'ils ont un directeur reste un homme cravaté, une secrétaire. Voilà. Donc c'est vraiment tout le travail. Alors dans les associations, il y a Entreprises pour l'environnement qui a fait un guide sur les stéréotypes et comment les combattre. Il y a l'Union des marques qui a fait un super beau travail sur la question des représentations. Donc là, on voit que ça bouge. Et puis le deuxième qui est aussi super intéressant, vous avez parlé d'exemplarité.
je reviens à l'étude dont j'ai parlé à l'Université catholique de Louvain, où on disait voilà, comment inciter les gens à faire du renouvelable, etc. Donc, on avait balancé des infos, et comme j'ai dit, on a échoué, ça ne marchait pas. Et en fait, le truc, on s'est dit, il y a un truc qui mérite qu'on explore davantage, c'est qu'à un moment donné, dans un petit village, il y a une personne qui met des panneaux photovoltaïques sur son toit. Et 3-4 mois après, dans la rue, il n'y a que des panneaux photovoltaïques. Et en fait, quand on analyse un peu le mécanisme, bah, c'est vraiment cette question d'exemplarité, mais au niveau de la proximité. C'est, on se connaît, on parle dans les petits villages, on discute. Ah, vous avez mis des panneaux photovoltaïques sur votre toit, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, ça ne coûte pas cher. On a rencontré un petit ouvrier là qui pouvait le faire. Au bout de 3 ans, c'est amorti. Ça nous permet d'alléger fortement nos facteurs d'électricité. Ah ouais, c'est intéressant. Vous pouvez nous donner le contact? Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, deuxième, troisième, et ça marche. C'est vraiment cette question de... Chez mais les là, on a agriculteurs, vraiment c'est plein, comme plein, ça que plein. ça se passe souvent aussi. Mais donc, on peut donner toutes les informations qu'on veut, etc. C'est vraiment ce côté proximité, local, exemplarité qui fait que ça fonctionne. Donc, on voit qu'en fait, il y a des leviers qui peuvent être tout bêtes, quoi, mais ça marche. On peut voir interagir, c'est-à-dire que là, par rapport à l'information, il y a vraiment une demande, on a une réponse tout de suite de quelqu'un qui est en train de faire. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans l'adoption. Ce qu'on disait tout à l'heure avec la ville coupée en quatre, c'est finalement l'information plus l'humain derrière. Il y a le théorique et la pratique. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. On a tendance à déléguer à l'Internet ou à d'autres canaux. Je crois que ça joue parce que la proximité, il faut aussi l'incarner. Si je peux, 30 secondes, prendre mon rôle de professeur. La référence historique, c'est 1942, c'est Kurt Lewin aux États-Unis, c'est le père de la sociologie comportementale, et c'est vraiment la première expérimentation qui montre ça de manière vraiment très, très claire. C'est comment faire en sorte que les ménages, les femmes aux États-Unis, avec les restrictions alimentaires, peuvent se mettre à cuisiner des abats, des trucs moins nobles, etc. Elle faisait pas. Et en fait, les premières étapes, on disait il faut le faire, voilà, pareil, ça ne fonctionne pas. Et donc, Kurt Lewin décide de faire des expérimentations. Donc, en fait, on réunit des gens et on leur montre, on discute, etc. Et en fait, à partir du moment où les personnes, elles ont eu le sentiment de participer, d'être consultées, on leur demande leur avis, elles disent oui, mais on n'a pas beaucoup, comment est-ce qu'on peut faire? Et hop, et ben là, ça marche. En tout cas, on franchit une étape beaucoup plus importante. C'est cette idée que on est d'accord pour agir à partir du moment où on a le sentiment d'être un peu acteur de ce moment-là et d'être considéré, on nous a demandé notre avis et accompagné, c'est exactement ça. Avec des pairs. Là, vous nous tendez une perche, Thierry. Je parle, il y a la présidente de Vox Déméter. Est-ce que les femmes vont être un levier qui va permettre ce vent porteur, justement? On parle de Greta Thunberg, il y a Camille Etienne, il y a Sandrine Rousseau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Mais est-ce que, selon vous, je pose la question à un homme, est-ce que les femmes seront les étendards, enfin, peut-être pas leur sensibilité, on parle souvent aussi du fait que quand on a un enfant, son premier enfant, on change son rapport au monde, au réel, à sa consommation. Est-ce que les femmes ont un rôle à jouer dans ces nouveaux vents porteurs, Thierry? Oui, mais je n'ai pardon, mais j'ai pas le sentiment. Je n'essaie pas de survaloriser une catégorie. Je pense que vraiment, ça ne pourra marcher que si c'est collectif. Bien sûr, moi j'avais par exemple sur le thème de la santé, le même discours tenu par un homme et une femme fonctionne mieux si c'est une femme qui le dit. Mais j'en tire aucune conséquence. Mais par exemple, en communication de crise, quand on est sur des problèmes sanitaires, c'est la femme qui parle, avec le même message, ça marche mieux que si un homme. Mais donc, je ne sais pas si c'est une femme. Par contre, ce que je sais, on en parlait avec Olivier à un moment, c'est il faut se méfier de cette idée d'avoir des influenceurs qui pourraient par eux-mêmes nous inciter, parce qu'on entend beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, voilà, il faudrait que Mbappé dise ça. Pardon, mais c'est juste. Oui, voilà, c'est ça. Mais si demain Mbappé. Mais même, je vois, au festival de Cannes. Ouais, c'est ça. Mais tous les discours des influenceurs. Là aussi, on a des batteries. Il y a vraiment eu plein de travaux aux États-Unis là-dessus.
par exemple, il y avait eu un appel de, pardon, je ne devrais pas me moquer, en plus je l'aime bien comme acteur, c'est Robert De Niro qui avait fait un truc sur le dérèglement climatique. Robert De Niro, pardon, encore Leonardo DiCaprio en comprendrait, non, Robert De Niro. Il avait signé il y a 3 ans l'appel des 100 pour l'environnement, etc. Mais ça fait partie des... Ces gens-là sont connotés dans un système hollywoodien de spectacle, etc. C'est-à-dire c'est clairement pas mon monde, et on les imagine plutôt au bord de leur piscine, dans leur pavillon, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le sentiment de la cause écologique leur sert davantage que eux nous servent la cause écolo. C'est-à-dire ça leur donnait un côté un peu humain. Machin. Il y a eu le cas hier au Festival de Cannes avec Harrison Ford, qui était interviewé la veille dans une émission où là, parlant de la housse, où là, il en a mis plein la figure à ceux qui sont climato-sceptiques, etc. Et le lendemain, enfin c'est aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on le voit grimper sur son jet à l'aéroport de Nice. Et là, on détruit, on plombe tout un discours. Je crois que cet engagement avec des figures de proue, ça, enfin moi personnellement, les gens commencent à en avoir marre. C'était comme un peu le principe de la pub où Alain Delon fumait ça, donc il fallait faire ça. Il y a Béatrice Collet excusez-moi, qui se manifeste depuis tout à l'heure. Béatrice qui lève sa main. On t'écoute. Excuse-moi. Alors, rapidement, très d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'alors, entre ceux qui donnent les leçons et qui ne se les appliquent pas, je suis bien d'accord. Merci pour cet exposé. Moi, j'avais 2 questions. Alors, une qui rejoint ce que tu demandais tout à l'heure, Marie-Laure, c'est sur l'ensemble des propositions qui avaient été faites, combien concernaient le monde agricole. Et surtout, ce que je souhaitais vous dire, c'est que le début de votre intervention m'a quand même interpellée quand vous dites, en gros, on fait des propositions, 240, si j'ai bien retenu, mais il y en a qui ont été faites en 1970. Donc, en fait, ces sujets, ils ne datent pas d'aujourd'hui, c'est un peu ce que vous avez fait passer. Moi, j'ai quand même une question, parce que vous avez été dans un certain nombre d'instances, dans différents gouvernements pour lesquels vous avez été consulté. Moi, j'ai moi-même été dans le privé, dans le public. J'ai quand même une grande question par rapport à ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'au moins, quand le rapport avec les 100 propositions a été fait, et qu'après, vous en faites beaucoup plus, est-ce que... j'ai eu l'impression en fait qu'on reprenait complètement les choses sans se préoccuper du passé. Est-ce qu'on peut au moins être assuré en tant que consommateur ou citoyen de se dire que les propositions qui ont été faites ont fait l'objet d'un bilan? Parce que c'est toujours un peu, je pense, ce qui manque, de se dire on part de propositions qui ont été faites, un bilan, et on en fait d'autres. Ou est-ce qu'effectivement, on a l'impression que ce qui avait été fait a été complètement oublié, que quelque part, c'est une perte de temps? En 2 minutes. Alors, côté positif, c'est que ça n'a pas été inutile. La preuve, c'est que les propositions n'ont pas été retenues en 1970, mais ça a quand même vraiment été à l'origine de la dynamique environnementale. La France, premier pays, a créé un ministère de l'environnement quand même. D'accord. Donc, c'est-à-dire que voilà, ensuite, on peut toujours discuter de la mise en œuvre des propositions, etc. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose. Toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu la même chose. Moi, j'avais un rare titre de fierté, c'est quand j'ai initié au Comité économique social européen la démarche de lutte européenne contre l'obsolescence programmée. À l'époque, personne, nulle part, le mot n'existait pas. Jamais aucune institution de l'Union européenne n'avait parlé d'obsolescence programmée. Maintenant, tous le 22 mars, proposition de directive sur le droit à la réparabilité. On crée dans l'Union européenne un droit à la réparabilité. Bingo, quoi. Le même jour, 22 mars, nouvelle proposition de directive Green Claim sur les allégations environnementales, l'affichage environnemental, l'idée d'un indicateur agrégé de 16 caractéristiques, etc. L'année dernière, c'était 30 mars 2022, Empowering Consumer in the Green Transition, avec l'idée d'avoir un socle commun européen. Ça a été voté jeudi 11 mai par le Parlement européen à l'unanimité, sauf les extrémistes, etc., pour dire socle européen commun dans la lutte contre le greenwashing. Donc on voit qu'à un moment donné, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose. Et là où moi je me réjouis encore plus, c'est que sur tous ces sujets, je vois l'angle de la communication. C'est l'idée dans le document d'étude d'impact de la Commission européenne, c'est la mise en perspective de 68% des consommateurs européens qui disent je voudrais agir, je voudrais, etc. Ouais, j'ai quand même une attente, je voudrais faire des choses.
et 61%, quand même pas très loin, 7%, de gens qui disent « mais en fait, je ne sais pas comment faire ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur le packaging, les machins, c'est juste n'importe quoi, les allégations, c'est n'importe quoi ça. Donc, pour m'inciter à agir, essayer de faire des choses qui soient clean, claires, vérifiables, justifiées avec ça. Il y a 232 écolabels en Europe, 232 labels environnementaux en Europe, la moitié ne repose sur aucune justification. Ce sont des labels autoproclamés. Donc là, la Commission se dit, OK, il faut aussi qu'on remette de l'ordre. Donc, il y a vraiment cette idée de... Voilà, on s'aperçoit que l'information, elle peut avoir un rôle. Et dans les trucs qui peuvent faire vraiment plaisir, Marie-Laure l'a dit, donc je peux le répéter, c'est que mon livre, Les Vents Porteurs, c'est vraiment un livre de communication. C'est le seul truc que je faisais un petit peu. Et il a obtenu le prix du livre environnement. C'est-à-dire c'est quand même la première fois qu'un prix de livre environnement est décerné à un communicant. Donc on se dit, il y a quand même une vision un peu différente de la communication. Donc le fait qu'on reconnaisse un peu nos métiers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, tant mieux. On clôt le CIRP Atelier cette fois-ci. Un grand merci. Merci à tous et merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Merci, au plaisir. Ces messages. Continuons d'en mettre en cause les communicants. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. C'est quoi le prochain atelier? Il y en a un, le premier.